Merci beaucoup. Je suis très très contente d'être ici. Donc, je suis Eva Kovacs, l'architecte et fondatrice de l'agence Kiwi, architecture sensorielle. Aujourd'hui, le sujet de la présentation, c'est ni mon agence, ni l'architecture sensorielle, même si naturellement, tout est lié. Mais permettez-moi de vous partager un tout petit peu mon parcours. En fait, j'ai travaillé 6 ans et demi dans une grande agence internationale, l'agence Qualdefi, sur les grands projets d'envergure. Et en fait, j'ai commencé à me poser la question, où se trouve l'humain dans le travail que je fais? Et en parallèle, je me suis intéressée beaucoup à la psychologie, sociologie et anthropologie, et j'ai découvert la neuroarchitecture, qui me passionne toujours depuis. Et j'ai élaboré un lien avec justement Scalab, un laboratoire de psychologie cognitive, et j'ai proposé à mon agence de faire un doctorat sur le sujet. Ils ont trouvé l'idée super idée. Par contre, ils m'ont plutôt conseillé de m'orienter vers l'intelligence artificielle, qui ne répondait pas tout à fait à la question dans ma tête où se trouve l'humain. En tout cas, j'ai décidé de créer mon agence, créer une structure aussi qui me permet de me libérer le temps pour mes recherches. Et donc aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la neuroarchitecture. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a entendu, qui connaît un tout petit peu? Pas trop? Super. Donc c'est très bien que je suis là. Et comment vous vous sentez en regardant cette image? Est-ce que vous vous sentez différemment qu'avant? En fait, c'est ici que notre neuroarchitecture commence. Mais avant tout, je voudrais tout de suite partager ma phrase clé avec vous. S'il y a une seule phrase que vous retenez de ma conférence, j'aimerais que ce soit celui. L'environnement modifie la chimie du cerveau et influence nos pensées, nos émotions et nos comportements. Est-ce que vous avez un environnement, un lieu où vous vous sentez toujours à l'aise, ou toujours désorienté, ou stressé? Est-ce que quelqu'un me partageait un lieu qui est... Ne vous inquiétez pas, je vais vous continuer à poser les questions. Donc, qu'est-ce que c'est la neuroarchitecture? Pour donner une réponse un peu pédagogique simplifiée, c'est l'architecture basée sur la neuroscience. Et après, qu'est-ce que c'est l'architecture? Je suis persuadée, si je vous pose la question « Qu'est-ce que c'est l'architecture ?» vous allez tous me donner les réponses significativement différentes. Mais avant tout, je voudrais vous partager une anecdote. Où est-ce que vous avez une idée brillante, un moment eureka? Est-ce que quelqu'un a un moment comme ça dans un lieu? Une idée brillante? En fait, c'est exactement ça qui est arrivé à Jonas Salk, biologiste, qui avait expérimenté un blocage dans son travail et il a fait un voyage en Italie, bien sûr Italie, mamma mia, à Assis. Et en fait, c'est là-bas où il a découvert le vaccin contre le polio. Et il était persuadé que le tissu urbain de la structure de la ville italienne a modifié son cerveau et c'est ça qui a permis de débloquer ses inspirations et découvrir le vaccin. Et cette expérience a tellement marqué qu'il a pris contact avec l'architecte américain Louis Kahn et ils ont fondé Salk Institution en 1965 pour dévoiler le mystère autour de cette expérience et faire les recherches en neuroarchitecture parmi d'autres recherches. Donc, est-ce qu'on peut dire que 1965, est-ce que c'est la naissance de neuroarchitecture? Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par la neuroarchitecture, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une naissance un peu plus archaïque, un peu plus ancienne? Est-ce un peu devenu cliché que l'homme moderne a perdu un lien avec l'environnement que l'homme archaïque a encore eu? Mais qu'est-ce que c'est ce lien qu'on a perdu? C'est un lien de sacré, c'est quelque chose au-delà du matériel? C'est une bonne question. Je n'ai pas forcément la réponse, mais je peux vous montrer les exemples. Par exemple, comme les Alshipa, les aborigènes australiens, chasseurs-cueilleurs. En fait, pour eux, pour qu'un territoire devienne habitable, il fallait fondre autour d'un poteau sacré qui s'appelle le Kawahawa. Et en fait, ils se sont déplacés avec ce poteau, permettant toujours rester dans le centre
de leur univers. Et par rapport à l'inclinaison de poteau, ça montrait la bonne direction. Et quand ils sont arrêtés, ils ont fondu, créé leur monde autour de ce poteau sacré, cet axe cosmique. Et qu'est-ce qui se passe si le poteau brise? Évidemment, une catastrophe. C'est ce que l'histoire raconte, qu'une fois le poteau s'est cassé, ils se sont tous allongés au sol, attendant la fin du monde, et étaient persuadés qu'ils vont tous mourir. Et vous, c'est quoi votre axe sacré? Je ne parle pas de votre téléphone, bien sûr. En fait, ça peut être beaucoup de choses dans votre habitat. Ça peut être une cheminée, un escalier héliodical, ça peut être un arbre, une plante. On a tous, c'est très personnel. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que c'est mon axe sacré? Bonjour. Et vous, c'est quoi votre axe sacré? Pas de souci. Et en fait, partout au monde, si c'est en Europe, en Colombie, en Indonésie, partout, on retrouve le même exemple, en fait. Des fois, ça s'appelle le poteau sacré, des fois, colonne de l'univers, des fois, un pilier cosmique, un totem ou pilier du monde. En fait, c'est cette sensation qui est innée que je suis au centre du monde. Donc, est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que c'est la naissance de la neuroarchitecture? Vous pouvez bien dire, ok, mais un poteau sacré, c'est pas vraiment l'architecture. Qui a déjà entendu le Vastushastra, une ancienne science architecturale indienne qui était écrite dans les Védas? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Très peu, je parie. Par contre, si je dis qui a entendu le Feng Shui, beaucoup plus de monde. Pourquoi je parle de Feng Shui? En fait, parce que quand je raconte aux gens mon agence, l'architecture sensorielle, les gens me posent la question, est-ce que c'est comme le Feng Shui? Et en fait, bien sûr, première réaction, pas du tout. Mais en fait, ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend par Feng Shui? Si on entend les choses qu'on lit dans les magazines ésotériques, ne mettez pas les miroirs face à les portes, non, c'est pas du tout ça. Par contre, si on entend que les philosophies qui a fondu sur la science de l'époque pour améliorer la vie des habitants, oui, on parle de ça. En sautant quelques siècles, la Grèce antique, ils ont créé le terme la biophilie, qui veut dire l'amour de vivant, parce qu'ils étaient persuadés qu'on est naturellement, c'est quelque chose inné, on aime le vivant, on aime la nature. Et si on saute encore quelques siècles, on arrive aux sciences humaines, on a créé beaucoup de termes, vous pouvez faire les recherches, il y a le design biophilique justement, il y a cognitive emotional design, il y a la psychologie environnementale, il y a psychologie de l'habitat, il y a neuroarchitecture, il y a beaucoup de termes, mais en fait, pour moi, ça part de la même chose, la même idée que comment harmoniser l'environnement pour favoriser le bien-être, la santé, la prospérité des occupants et comment centrer l'humain, conscient et inconscient, au cœur de votre design. Je ne veux pas réinventer l'architecture, mais juste réorienter pour vous montrer une cible et élargir votre champ de vision. Si on revient un tout petit peu sur la définition, l'architecture avant tout, c'est une interaction physique et constante avec l'environnement. Et la neuroscience, c'est l'étude scientifique du système nerveux. Pour le moment, avec les définitions, on va s'arrêter là, mais on va revenir un peu plus tard. Qu'est-ce que c'est les 4 piliers principaux de la neuroarchitecture? Le premier, c'est l'architecture, c'est évident. Deuxième, c'est la neuroscience, impacte le cerveau. Troisième, physiologie, impacte le corps. Et quatrième, psychologie, impact émotionnel. Comment ça fonctionne? C'est quoi les chaînes des réactions? Je vous montre tout de suite. Tout commence avec l'architecture et les stimuli. En fait, notre corps régule et les stimuli déclenchent les réactions physiologiques d'abord. C'est ça qui active des émotions, qui trigger et active les réactions
émotionnel qui active les parties cérébrales, qui déclenche un processus cognitif que après, à la fin, on peut avoir les changements neurologiques. Un peu trop d'informations, une page trop chargée, on va voir l'étape par étape, mais en tout cas, chaque fois, il y a une activation qui déclenche une réaction. Activation, réaction. Activation, cause-effet. Donc la première chose, c'est les stimuli. Quels sont les stimuli? Quelqu'un veut partager un stimuli? Qu'est-ce que peut être un stimuli? La forme, les couleurs, hauteur sous plafond, lumière, les sons, l'odeur, plein de choses. Et en fait, ce qui est important, que notre cerveau est toujours en train de surveiller l'environnement, consciemment et inconsciemment. Par exemple, maintenant, je vous dis, faites attention aux stimuli. Maintenant, tout de suite, vous pouvez dire, ah oui, le banc, c'est un peu dur, la lumière, c'est un peu trop blanc, l'air est un peu lourd. Mais en fait, avant, je ne vous dis pas, faites attention, vous avez fait la surveillance, mais inconsciemment. Donc, il y a toujours une surveillance, et par rapport à ça, le cerveau régule le corps, régule le battement de cœur, le taux d'oxygène, les microtranspirations. Et c'est cette régulation qui va déclencher et activer les émotions. Qu'est-ce que c'est une émotion? En fait, le mot scientifique ne s'accorde pas sur une définition. Qu'est-ce que c'est une émotion? Mais ce qui est devenu une certitude, que ce n'est pas quelque chose qui nous survient. C'est beaucoup plus quelque chose que notre cerveau qui crée. Par exemple, si on fait tous comme ça et on sourit, ça déclenche aussi les réactions, parce que c'est mimétique. Il y a psychologiste Lisa Feldman Barrett qui a écrit un bouquin très inspirant, How Emotions Are Made. Et en fait, elle décrit que nous sommes en train de toujours prédire la future, toujours, tous les moments, en se basant sur deux choses, sur l'expérience du passé, ce qu'on a vécu, qu'on a réagi avec l'environnement, et nos changements métaboliques, comme on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, une émotion, c'est beaucoup plus un automatisme généré par l'espace en se basant sur nos expériences de passé. Et dans son bouquin, elle pose la question, si les émotions, c'est quelque chose qu'on crée, est-ce qu'on peut être les architectes de notre émotion, ou aussi, si on tourne la question, on peut être les psychologues de nos environnements. Donc, on a à revenir sur notre chaîne des réactions, on a activé des émotions, et pour l'analytique, on peut catégoriser agréable, désagréable, stimulant et non stimulant. Et si je vous pose la question avec vos designs, quelle émotion voulez-vous stimuler? En fait, bien sûr, vous dites pas désagréable, c'est sûr, mais la bonne réponse, c'est toujours ça dépend. Ça dépend de client, de programme. Ça, il faut utiliser avec la conscience. Mais en fait, on a activé les émotions, et c'est ça qui va déclencher, activer à son tour certaines parties cérébrales. Quelle partie voulez-vous activer avec vos designs? Cortex visuel primaire, ça c'est une certitude, responsable pour la perception. Mais est-ce que vos designs activent le cortex pariétal, responsable pour les intégrations sensorielles, ou le cortex préfrontal, responsable pour les prises de décision, l'amygdale ou l'hippocampe, où résident nos mémoires? Est-ce qu'on active la connexion avec nos mémoires? C'est aussi notre responsabilité en étant d'architecte. Et on a activé, par exemple, le cortex visuel, on déclenche un processus cognitif, comme la perception. Qu'est-ce que c'est la perception? En fait, le monde scientifique découvre aussi que la perception, c'est pas une simple réponse, c'est beaucoup plus un acte. C'est pas une impression déclenchée, c'est pas un réflexe, c'est beaucoup plus un acte d'attention, c'est beaucoup plus une réalisation. En fait, la perception se réalise en action, c'est destiné en action qui va changer à son tour la perception et le boucle continue.
Ça s'appelle la perception-action-loop. Et à la fin de la réaction, on peut déclencher les changements neurologiques positifs ou attention négative. C'est notre responsabilité aussi avec nos designs. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'ici? Beaucoup d'informations, donc on peut revoir un peu nos définitions. Qu'est-ce que c'est l'architecture? Par rapport à ce qu'on a appris, on peut du coup dire qu'en fait, l'architecture, c'est beaucoup plus une histoire permanente que le cerveau nous raconte sur l'environnement. Et la neuroscience, c'est cette reconstruction intérieure, le monde extérieur, par la perception. Et donc la neuroarchitecture, c'est une interaction, une relation entre la matière physique et cette reconstruction intérieure du cerveau. Beaucoup d'informations, on peut respirer un peu. Je vous montre un peu les outils numériques qu'il utilise dans les recherches dans neuroarchitecture. Bien évidemment, on observe le cerveau avec fMRI, FNRS. On observe le cœur, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, la résonance de la conductrice pour les microtranspirations. Bien sûr, on utilise le eye tracking pour mesurer qu'est-ce que vous regardez, combien de temps sur une image, sur un design. Et en fait, on peut mettre tous ces outils dans une réalité virtuelle pour faire les recherches. On arrive bientôt à la fin de la présentation. Je ne voudrais pas vous laisser sans conseil. Je vous montre encore une fois ma phrase clé que l'environnement modifie la chimie du cerveau. Mais vous pouvez bien sûr poser la question, ok, mais qu'est-ce que je fais avec mes designs directement? Comment il se sent le monsieur sur l'image? Est-ce qu'il se sent en sécurité? Pensez. Et s'il tourne le dos vers le vide, en fait, je vous motive de penser au-delà d'une dimension esthétique. Pas juger que ce que je fais, c'est joli, pas joli, j'aime ou j'aime pas, mais plutôt un design où l'esprit conscient et inconscient se sent en sécurité. Par exemple, un bureau fermé 3 côtés et ouvert juste vers le dos, il y a une partie dans nous qui ne se sent pas en sécurité. En fait, inconsciemment, on va être en mode alerte, en mode surveillance. Par exemple, un cube vitré derrière notre bureau ou un lit mis au milieu d'une pièce, je ne parle pas d'esthétique. Ça peut être très très joli esthétiquement, mais au-delà d'une dimension esthétique, on ne se sent pas en sécurité. Il faut aussi un design où on utilise les stimuli avec la conscience. On crée une narrative des stimuli. Sachant que, encore une fois, c'est pas esthétique, mais peut-être les lumières directes blanches sur nos têtes ou un cube noir, peut-être ça déclenche pas les changements neurologiques qu'on souhaite. Donc, utiliser avec de la conscience, encore une fois, au-delà du jugement esthétique. Et aussi, un design où il y a la non-homogénéité. Pourquoi on adore les anciennes villes, par exemple italiennes comme Jonas Salk? Parce qu'il y a une non-homogénéité, ça veut dire un tissu urbain avec les portions différentes que l'autre, les tours, les places. Et je vous motive aussi que dans vos designs, réfléchissez, pensez aux axes verticaux, axes horizontaux, transparence, lumière, que créer une non-homogénéité. Aussi, un design où on retrouve les symboles, la symbolique. En fait, les symboles communiquent directement au plan cognitif de notre cerveau. C'est pour ça qu'on adore tous utiliser les gifs et les smileys, les emojis. Donc, pensez à retrouver la symbolique. Ça peut être la nature, ça peut être une religion, ça peut être un héritage culturel, héritage familial, collectif, ou ça peut être quelque chose de personnel. Mais pensez à vous relier au symbolique. Et bien évidemment, en design où on retrouve la nature parce que c'est quelque chose inné
qu'on est connecté et on aime la nature et le vivant. Et en fait, avant tout, remettez le focus sur la relation entre l'espace et l'humain. Parce que concevoir le monde revient à concevoir la vie humaine. La première partie, c'est fini. Je vous remercie pour m'écouter.